Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence en visio, donc cette visioconférence ce matin du 1er juillet 2021, c'est-à-dire qu'on est 120 ans après la création de la loi de 1901. Et pour l'occasion, on a décidé de marquer le coup, évidemment, et d'inviter Michel Rio-Sarcé. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, non pas à discuter de la loi de 1901 et de son contenu, mais plutôt le parti pris qu'on a choisi, c'est de s'intéresser ce matin à la phase d'émergence en fait de la loi de 1901. C'est-à-dire que on s'est dit, notamment en te lisant, que pour comprendre cette loi, il fallait remonter non pas à 1901, mais une centaine d'années auparavant, dans le bouillonnement, l'effervescence, je ne sais pas quel mot choisir, tu nous diras, du premier 19e siècle, qui, pour reprendre les mots de l'historien Eric Hobsbawm, est l'ère des révolutions. Il la date de 1789 à 1848. Donc, avec toi, l'idée, c'est dans un premier temps de revenir sur cette histoire-là. Et ensuite, on a 2 heures devant nous, là, jusqu'à 12h30. Et donc, dans un second temps, on pourra à la fois avoir un éclairage qui a un pas de côté en allant voir du côté de nos voisins belges quelle est l'histoire parallèle qu'ils ont vécue eux et quelle est cette actualité de l'histoire parallèle avec notre deuxième invité Pierre Smet. Et puis évidemment, on aura un temps d'échange de questions-réponses avec les internautes qui sont maintenant 38. Alors, Michel, dans ton travail d'historienne, donc tu nous aides à situer cette loi dans un processus et dans le temps long, et plus précisément à la situer dans ce que tu appelles l'histoire souterraine du 19e siècle, et qui est le sous-titre de ton livre, Le procès de la liberté, que je peux montrer à, à l'écran. Euh, Parmi les éléments que tu remontes à la surface de cette histoire souterraine, il y en a un qui nous intéresse particulièrement au CAC, au collectif des associations citoyennes. C'est celui qui constitue le chapitre 3 de ton livre que tu intitules Le temps des associations. Donc, ma première question sera, par rapport à cette page 41 de ton livre où tu décris le temps des associations, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui caractérise ce temps des associations pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre, mais qui, espérons, vont se précipiter dessus dès la fin de cette conférence? Merci. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le plein écran? Parce que là, je ne vous ai que sur la partie latérale de l'écran, de mon écran. C'est pas possible? Parce que Si, je du coup, pense que voilà, voilà. parfait, super. Et je peux, d'accord. Hem, ouais, du coup, je ne vois que moi-même. Bon, bref. Oui, c'est mieux. Merci. Alors, c'est tr il faut avoir un minimum, bien sûr, de connaissances historiques pour pouvoir, comprendre l'importance du mouvement associatif, en particulier dans la première moitié du 19e siècle. Je lisais la tribune hier, signée par quelques associatifs en faveur de la loi de 1901, enfin à la faveur de l'anniversaire de la loi 1901, et tous considèrent que les associations sont partie prenante de la société actuelle, comme si c'était une histoire longue qui permettait de croire que l'association participe du mouvement conciliable avec le libéralisme économique d'une certaine manière, comme si c'était une note un tout petit peu détonnante, ou mais une note complémentaire. Or, si la loi de 1901 a été mise en œuvre, c'est un petit peu l'équivalent de la philanthropie de la première moitié du 19e siècle, une philanthropie laïque, puisque la loi de 1901, il ne faut pas l'oublier, a été mise en œuvre aussi pour contrer l'Église catholique, et donc ça, d'un certain point de vue, ça n'a strictement rien à voir avec l'origine des associations. Alors revenons à l'origine, au sens où Benjamin entend cette expression: «Tant qu'une idée n'a pas été achevée, elle renaît de manière différente et appropriée par d'autres acteurs». Sauf que, l'association telle qu'elle est conçue aujourd'hui par les institutions,
n'est pas du tout saisi dans son origine parce que c'est toujours un une un une institution qui est à l'origine et pas les individus. Donc, au début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, aucun droit, aucune possibilité, voire l'impossibilité de se coordonner. La loi de 34 interdit le regroupement de plus de 20 personnes et s'il y a une actualité dans la première moitié du 19e siècle, c'est la misère. Pratiquement la totalité des contemporains, lettrés ou non, heu, se désolent de cette misère criante qui détonne avec, les espoirs ouverts par la Révolution française. C'est dans ces conditions que les premières associations voient le jour. Pour l'essentiel, les associations sont illégales ou presque. Donc ça part d'abord des sociétés mutualistes, c'est-à-dire de ces collectifs qui essayent malgré tout, envers et contre, la loi existante, de se coordonner pour s'entraider. Et les mutuelles s'organisent un petit peu de manière totalement, parcellaire en fonction des situations, liées au métier. Par exemple, les sociétés de secours mutuels ont eu un rôle non négligeable dans la révolte des Canuts. Alors, il n'y a pas de lien direct entre, l'association et la révolte, mais il n'empêche que ces premières associations, transformées le plus souvent en sociétés de résistance, ont été largement à l'origine des révoltes. Je pense en particulier aux grèves de 1840. Les grèves de 1840, se déroulent de manière totalement inattendue, imprévue, surprenante pour tous les observateurs. Il y a des centaines et des centaines d'ouvriers qui déferlent dans Paris, qui viennent de la plaine Saint-Denis, par exemple, et on ne comprend pas comment elles ont pu s'organiser puisque la loi de 1834 interdisant les réunions de plus de 20 personnes est toujours à l'œuvre. Et par ailleurs, il y a toute une sorte d'organisation patronale qui évite précisément ces coordinations multiples. Et donc, ces différents collectifs ont réussi, envers et contre tous, à organiser ces manifestations qui consistaient à demander non seulement des augmentations de salaire, mais la diminution du temps de travail et la fin du livret ouvrier. Bref, essayant de faire entendre la voix ouvrière, non pas pour imaginer une révolution à venir ou un autre système social, il n'en était pas là, mais simplement pour faire entendre la voix des sans-noms, de ceux qui étaient profondément méprisés par la société, peut-être excepté par les philanthropes. Les philanthropes, ont été parmi ceux qui, s'interrogeaient sur la situation sociale et donc voulaient et développaient l'idée de la nécessité de mettre fin à cette misère ouvrière. Et donc ce processus associatif a été à l'origine, d'une certaine manière, je dirais presque la véritable origine de la révolution de 1848, là où les associations ont vu le jour telles qu'on peut les imaginer, c'est-à-dire à l'origine de l'émancipation ouvrière au sens le plus fort du terme, puisqu'elles se sont réellement auto-organisées. Dans un temps extrêmement court, mais on reviendra sans doute sur la question en fonction de ce que tu voulais me faire dire, entre guillemets, Alors des justement, questionnements que tu avais oui, préparés. oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus, associatif, tu l'as un petit peu dit en évoquant, la révolte, des Canuts, donc notamment 1831-1834, a comme caractéristique de lier vraiment, des enfin, d'être intrinsèquement lié à des revendications, dans le registre économique, en fait, et que l'émancipation politique,
ne peut pas suffire et que c'est peut-être ça aussi le message que porte ce processus associatif du premier 19e siècle. Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On a imaginé que la séparation du politique et du social, pas simplement économique, mais social, allait de soi. Or, le processus a été mis en œuvre de manière extrêmement consciente par le premier libéralisme, c'est-à-dire le fondement de nos sociétés présentes, hein. Même si, on parle de néolibéralisme, à l'origine, c'est quand même le libéralisme politique et économique qui est à l'initiative d'une exclusion politique de ceux qui n'ont rien et de ceux, comme disait Tocqueville, qui ne peuvent être éduqués au même titre que les bourgeois et les aristocrates, parce que ceux-ci, tout simplement, travaillent. Or, pour être partie prenante de la société politique, il faut du temps. Et c'est bien ce que les ouvriers lettrés ont compris très vite. Je dis les ouvriers lettrés parce que, contrairement à ce qu'on imagine, il y avait quand même une éducation populaire extrêmement développée, des écoles, et Saint-Simonian avait mis ça en place, avec comme enseignantes, y compris des femmes, hein. Eugénie Liboyer a fait partie de celles qui ont enseigné dans les quartiers ouvriers à Paris. Et donc, ces ouvriers étaient conscients que la liberté, y compris politique, passait par l'éducation. Et donc, ils s'intéressaient à cette question au premier chef. Parce que pour pouvoir participer de la chose publique, il fallait d'abord être éduqué et bien entendu avoir du temps, d'où la diminution du temps de travail. Parce que c'est impossible, effectivement, d'être, partie prenante des débats politiques au même titre que tout le monde, si on ne parle pas la même langue et si on ne dispose pas des mêmes arguments avec, un moyen critique, très développé. Donc il y avait tout ça qui était en cause. Et très vite, le processus libéral a consisté à mettre la question sociale différemment de côté, différemment de la question politique. Et donc, tous ceux qui réclamaient la liberté, au sens fort du terme, pour pouvoir être partie prenante de la société, il fallait être libre. Et la première étape, c'était la liberté de contrat, la liberté de dialogue, de négociation, d'où l'importance des prud'hommes qui était très, 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 très sensible dans la première moitié du 19e siècle. Et c'est la raison pour laquelle la révolte des canuts a commencé. C'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire que pour être libre politiquement, il fallait être libre chez soi et en particulier dans le travail. On s'est totalement mépris sur la révolte des canuts. On a expliqué que c'était une révolte non politique parce qu'ils ne réclamaient pas le pouvoir, bien entendu, ils commençaient par réclamer la liberté au sens fort du terme. Et cette liberté a été définie par Pierre Leroux, mais tout le monde définissait la liberté dans ce sens-là. On est libre que si on est en capacité d'agir socialement, politiquement, intellectuellement. Et tous ceux qui se battent dans la première moitié du 19e siècle sur la question de la liberté, c'est dans ce sens. C'est pour être libre à égalité de ceux qui débattent, à égalité de ceux qui savent, à égalité de ceux qui sont en capacité de accéder à l'éducation au sens fort du terme. Or, effectivement, les ouvriers travaillant 12-14 heures par jour ne peuvent pas être libres. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ces canuts, bien observés par Villermé, qui a été diligenté dans les quartiers ouvriers ensuite par le pouvoir pour comprendre comment cette révolte avait pu exister, s'étonnent de l'extraordinaire politisation des ouvriers de des pentes de Lyon, des pentes de la Croix-Rousse de Lyon, qui sont capables de se remémorer, qui se souviennent de la Révolution. La Révolution est très présente dans les débats à ce moment-là. Et donc, quand tu avais prévu cette question, mais je réponds en même temps parce que ça va de soi. Lorsque Pierre Leroux, qui est issu, hein, avec son frère du monde ouvrier, alors certes, un monde ouvrier
qui est lié précisément à l'imprimerie, donc directement éduquée, définit la liberté. Il définit la liberté non pas de manière théorique, mais en fonction de sa connaissance du milieu très, 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 très fondamentale, très profonde. Être libre, c'est pouvoir, agir, dans tous les sens du terme. Ce qui est particulièrement intéressant et désolant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, le pouvoir d'agir est totalement approprié par la publicité, par le néolibéralisme et en fait quelque chose de particulièrement, instrumentalisé, qui n'a strictement rien à voir, mise au service, voilà, je cherchais, mise au service d'un système capitaliste absolument odieux. Or, le pouvoir d'agir, c'est précisément l'inverse, tel qu'il était défini à l'origine par le monde ouvrier lui-même, et un monde ouvrier certes artisanal, donc qui maîtrisait entièrement les conditions de production, le matériel, voulait vraiment avoir, prise sur, le produit qu'il fabriquait. Il n'empêche que c'est à ça qu'il faut, se référer, comme Thomson l'a fait à plusieurs reprises. Je vois qu'il y en a une qui fait de la gym en même temps que je trouve ça bizarre, mais c'est bien ça le Zoom en fait, hein. Gaël, c'est bien, mais bon, je trouve que c'est bizarre de pouvoir parler en même temps que je te vois en train de faire de la gym. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ça me déstabilise parce que j'ai besoin de voir un peu à qui je parle, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est original. Heu, ce qui est intéressant, c'est quand tu cites la définition de la liberté de Pierre Leroux qui disait effectivement: «La liberté, c'est le pouvoir d'agir matériellement, politiquement, intellectuellement». C'est qu'on voit que le même mot, liberté, qui est le premier mot de la devise liberté, égalité, fraternité, n'a pas du tout le même sens au moment où Pierre Leroux l'a défini et au moment où on parle aujourd'hui où, dans le sens du néolibéralisme économique, la définition de la liberté va jusqu'à la promotion de l'auto-exploitation. Donc on est sur des notions, qui ont évolué et peut-être si on continue sur, le lien avec cette devise liberté, égalité, fraternité, il y a un autre point que j'ai trouvé, frappant dans ton ouvrage, c'est justement sur cette notion de fraternité, donc le dernier des mots de la devise républicaine, une réflexion à partir de la pensée de Marx et tu écris, page 68, que la fraternité est la part d'ombre de la pensée de Marx. Alors, en quoi est-ce que pour toi, cette notion est une part d'ombre, chez, peut-être pas enfin, au moins Marx et peut-être les marxistes? Ah, je sépare vraiment Marx des marxistes. Les marxistes orthodoxes ont figé, ossifié, Marx, l'ont transformé en une idéologie, qui n'a, à mon avis, rien à voir avec l'origine du communisme. Mais Marx, de mon point de vue, était très attentif à ce qui se passait à son époque et donc regardait les luttes de classe en France, hein, puisqu'il a écrit cet ouvrage sur les luttes de classe en France et pas simplement. Lorsqu'il, travaille, de manière, très attentive sur ce qui se passe dans les mouvements français et en particulier la révolution de 48, il fait une critique des utopies, au sens où il polémique aussi avec, Proudhon. Il ne voulait pas qu'il y ait une nouvelle, théorie, utopique sans lien avec, la réalité concrète et donc c'est quand même lui qui a mis en place la praxis, n'est-ce pas? Et il était très attentif à ses contemporains. Or, à l'époque, avant que le manifeste paraisse, donc en 1841, un journal, qui s'intitule Fraternité, c'est un journal communiste, c'est-à-dire c'est le communisme au sens original du terme, bien qu'il ait ses racines bien sûr dans le babouvisme, dans la Révolution, les références à 92-93 dans ces années sont extrêmement importantes et la fraternité dit ce qu'est le communisme.
c'est la communauté fraternelle où chacun a la même voix. Ce qui est intéressant, c'est que les communistes des années 40 sont en fait profondément égalitaristes, aucune exclusion. Je citerai 2 communistes, à part Lahautière qui est à l'origine du communiste, de la fraternité de 1841. Il y a un deuxième revue, La Fraternité en 1845, des amis et Jules Guay. Jules Guay publie un seul numéro du communiste en 1848 et ils sont tous profondément marqués par la situation d'exclusion dans laquelle la société se trouve. Rien n'est exclu, aucun n'est exclu. Des amis va dire ni les adolescents, ni les femmes, tout le monde est partie prenante, ni les vieillards, tout le monde est partie prenante de la communauté et la fraternité, c'est la communauté. Et de mon point de vue, il y a un exemple particulièrement important auquel je tiens, c'est qu'en 1848, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont prises et dans une association, puisque les patrons en 1848 ont quitté Paris en particulier, et donc les associations se créent en se substituant à la situation présente dans une crise économique terrifiante. Et il y a un exemple d'une entreprise autogérée, dirait-on, enfin de manière très, très parcellaire, dans un temps éphémère, parce qu'ils sont tous arrêtés très vite, qui explique qu'ils ont égalisé les salaires, c'est-à-dire qu'ils ont réparti à égalité les salaires. Notamment, ils ont donné le même salaire à quelqu'un qui était handicapé, parce que, au nom justement de la fraternité, il ne doit pas y avoir de gens exclus et de mise à l'écart. Et c'est dans ce sens que j'explique qu'il me semble que Marx, qui n'a pas l'habitude, parce qu'il a été très attentif aux coopératives anglaises en particulier, dont l'initiative revient à Owen, mais surtout aux disciples, parce que Owen est allé mettre en œuvre des collectifs aux États-Unis un petit peu à la Cabet, alors que les disciples se sont réellement attachés à créer des coopératives. Donc, Marx est très attentif à ça et lorsqu'il écrit son adresse inaugurale en 64 à la Première Internationale, il rend hommage à ces associations coopératives qui sont, je dirais presque le fondement de la Première Internationale, de l'association des travailleurs qui s'émanciperont eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est la zone d'ombre, mais rien à voir avec les marxistes parce que enfin, les marxistes orthodoxes qui, si on suit le chemin du marxisme orthodoxe, de Lénine à Staline jusqu'à Mao et jusqu'à Xi Jinping, je voulais faire, dans un article sur le communisme que je viens de rédiger, un parallèle entre une photo, qui a été publiée dans l'exposition, de soulèvement, une photo, qui met en scène, enfin qui relate une, grève de femmes de 1908 à Méru. On voit ces femmes extraordinaires, comment dire? Enfin, leur visage porte la liberté elle-même, un petit peu à la mode de Baudelaire qui décrivait les insurgés de 48, cette beauté du peuple qui porte sur son front le mot liberté. Eh bien, ces femmes de Méru portent sur leur front le mot liberté. Et on aurait pu dire, en 1908, c'est la renaissance du mouvement communiste, c'est la renaissance du mouvement associatif, c'est la renaissance de l'idée d'émancipation qui va être arrêtée à la fois par la guerre de 14 et par la révolution d'octobre 17. Eh bien, ces femmes de Méru portent cette espèce d'élan associatif, d'élan autonome, d'élan émancipateur. Je voulais comparer cette photo avec celle qui sévit à l'heure actuelle, enfin le système qui sévit en Chine, où le communisme, c'est l'équivalent des défilés militaires, comme pendant longtemps en URSS. C'est la raison pour laquelle cette déviation n'est pas simplement l'œuvre du libéralisme ou du néolibéralisme, c'est aussi l'œuvre
de tous ceux qui ont méconnu l'idée même d'émancipation à laquelle les premières associations sont attachées. Mmh. D'accord. Et alors du coup, moi, ce que je trouve particulièrement fort, c'est la manière dont ça invite à penser, l'action associative actuellement dans une histoire de lutte sociale, bien sûr, que tu retraces bien. On parlait de Pierre Leroux et de sa définition de la liberté, tout à l'heure. Donc il disait: «La liberté, c'est le pouvoir d'agir matériellement, politiquement, intellectuellement» et tous les mots sont importants. Il y a aussi une autre citation dans ton livre que je trouve, remarquable et qui, en quelque sorte, je trouve, résume aussi l'intérêt, du travail que tu as fait et que tu exposes, du même Pierre Leroux qui disait, alors, je le cite, hein: «Non, la mort n'est pas égale pour tous. Il y a encore des riches et des pauvres dans son domaine. Je ne parle pas des sépultures de marbre, je parle de cette sépulture qu'on appelle la mémoire. Les dominateurs ont beau mourir, ils dominent encore dans la pensée des hommes. Ceux qu'ils ont foulés sous leurs pieds sont ensevelis dans l'oubli.» Alors, Pierre Leroux a aussi une autre citation qui m'a un peu interpellé en tant que travailleur au CAC, c'est la suivante. Il parle de l'impuissance du principe de liberté s'il n'est pas combiné avec l'idée d'association. Et je me demandais si tu avais aussi envie de commenter peut-être cette dernière citation. Oui, dans cette, si j'ai mis en exergue cette citation sur la mémoire, c'est très important parce que la mémoire officielle, d'une certaine manière, qui se renouvelle par le souvenir et par l'instrumentalisation du passé, avec tout ce que ça implique comme relecture du passé, euh, m- méprise cette actualisation dans l'expérience telle que l'a pensé Benjamin. C'est-à-dire que prenez une expérience ouvrière ou une expérience militante, quelle qu'elle soit, collective, parce qu'il n'y a pas de liberté individuelle sans liberté collective. Celui qui regarde l'autre comme inférieur n'est pas libre. Je reprends une citation que j'aime beaucoup de Condorcet: celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa race, sa religion ou son sexe, a dès lors abjuré le sien. C'est-à-dire que celui qui méprise l'autre, celui qui ne donne pas droit de cité à l'autre, n'est pas libre. On est libre que si on a en face de soi quelqu'un qui débat au même niveau que vous, donc qui est libre au même niveau. Ce que les ouvriers et les ouvrières de la première moitié du 19e siècle comprenaient parfaitement. Donc, il faut avoir la même connaissance, le même accès au savoir et le même accès à la critique. Et donc, lorsqu'il y a une association qui se constitue aujourd'hui et qui s'empare des mots d'hier, sans même savoir par qui ils ont été prononcés. Je faisais le lien dans un article dans l'Histoire à propos de la Commune de Paris entre ce que disait de l'Écluse pendant la Commune de Paris et ce qu'ont fait un certain nombre, je dis bien un certain nombre, parce que maintenant, avec l'instrumentalisation justement de la mémoire immédiate, ça devient une véritable catastrophe. Donc un certain nombre de gilets jaunes qui réinventent, je dis bien un certain nombre qui réinventent l'égalité, la non-exclusion et qui réinventent la démocratie. Ils se sont emparés de cette expression place au peuple que certains militants politiques ont repris à leur compte sans même savoir d'où ça venait, mais enfin qu'importe. Et cette reprise de l'expérience passée dans son actualité. Pardon. Cette reprise de l'expérience passée dans son actualité qui est particulièrement importante dans cette mémoire que j'appelle la mémoire souterraine. Dans la mémoire ouvrière, dans la mémoire collective, dans la mémoire militante, il y a ce processus de remémoration qui va de soi. Hein, on sait que la liberté, ça veut dire cela, on sait que l'égalité, ça veut dire ça. Et du même coup, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est donc une reprise, une actualité de l'expérience passée. C'est dans ce sens où le travail, la pensée de Benjamin est extrêmement importante parce que c'est une forme de remémoration
par-delà la continuité historique et par-delà le travestissement dont font l'objet toutes les histoires passées à travers la mémoire officielle et à travers l'éducation officielle. Et ça, c'est extrêmement important. Mmh. Et alors, on a parlé de Pierre Leroux et on a parlé de Karl Marx. Peut-être une dernière question sur les écrivains barbus. Il y a une analyse qui m'a surpris, mais vraiment intéressé dans ton ouvrage aussi, c'est celle que tu fais des Misérables de Victor Hugo. Parce que, bon, alors, c'est une grande œuvre, hein, c'est un monument de la littérature française, et pourtant, en relisant ce livre, tu y vois des choses que d'autres ne voient pas. En l'occurrence, tu parles d'une fiction romanesque au service de la continuité historique. Alors, Les Misérables, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un livre qui nous permet de comprendre cette histoire ou c'est un livre qui nous cache cette histoire? Ben, c'est un livre qui, instrumentalise le passé, mais plus que ça, qui réinvente le passé. Si, je me suis préoccupée du livre de Victor Hugo, Les Misérables, et que j'ai mis 2 mois à le relire entièrement, réellement 2 mois. Je l'ai lu phrase à phrase, virgule après virgule, pour essayer de comprendre le processus par lequel Victor Hugo enterrait les acteurs, les révolutions, les mots d'ordre de ses contemporains. Puisque Victor Hugo, il ne faut pas oublier, il est devenu républicain très tardivement et donc 1848, il ne comprend pas. Ça n'est qu'au moment du coup d'État de Napoléon III qu'il, prend conscience de l'importance de cela. Il a été profondément légitimiste dans sa jeunesse. Il a été libéral limite dans les années 30. Il était le plus grand écrivain du temps. Il a voulu être en quelque sorte le Chateaubriand de la première moitié du 19e siècle et dans les années 60, il est le monument déjà qu'il est devenu. Et donc, il va repenser la première moitié du 19e siècle à l'aune de son écriture et à l'aune de sa biographie. Tout ce qu'il dit dans Les Misérables, qui participe de l'actualité de son temps, est vrai. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire les anecdotes, les moments singuliers, il fait intervenir son narrateur de manière extrêmement précise. Par exemple, lorsque il fait déambuler cet imbécile de Marius dans les égouts de Paris, Marius, c'est le seul survivant de la révolte de 32 et donc il décrit les égouts de Paris, trimballés par Jean Valjean, de manière extrêmement précise et extrêmement exacte. Et il découvre, par exemple, dans les égouts de Paris, et c'est comme ça que j'ai procédé, voir à travers ces anecdotes, ces petits, singularités, comment Victor Hugo dénie toute subjectivité, toute place à tout individu ouvrier qui a participé aux révolutions. Donc il découvre, par exemple, dans les égouts, là c'est la fiction qui réintervient, une toile superbe de soie dans lequel on a, tout simplement, heu, posé le cadavre de Marat. Si la toile est dans les égouts, ça veut dire que Marat, le corps de Marat est dans les égouts et il dit: «Cette toile a appartenu à une maîtresse de Marat, aristocrate, exit le Marat porte-parole des voix populaires». Il dit autre chose sur la Révolution française à la faveur du procès de Jean Valjean qui se dénonce. Petite phrase, sans importance. Donc Jean Valjean se dénonce, heu, monsieur pardon, comment il s'appelle? Ça y est, j'ai oublié, enfin bref, dit qu'il est Jean Valjean, pardon, il et dans la salle du procès, il y a un Christ. La vérité arrive alors qu'elle s'exprime devant le Christ.
Au moment du procès de Jean Valjean, quand il était petit, ce procès inique, le Christ était absent. Dieu était absent, dit-il dans Les Misérables. Et il se trouve que ce procès a eu lieu pendant la Révolution. Deux manières d'invalider la Révolution. Mais ce qui est plus grave, me semble-t-il, et plus important, c'est que Les Misérables de Victor Hugo s'écrivent précisément sur la première moitié du XIXe siècle, rien sur la Révolution de 48, sauf une description immonde d'une barricade de Saint-Antoine, rien sur la Révolution de 1830, une seule exception, la Révolution de 32, où il n'y avait que précisément des illuminés, cette fameuse société secrète qu'il met en scène, fictionnelle, et où il fait mourir Gavroche. On pourrait dire que le seul homme libre des Misérables, c'est Gavroche, sauf que c'est un enfant. Et donc, j'en déduis, si vous voulez, qu'il efface, enfin j'en déduis, je constate qu'il efface tout le monde qui, pendant la Révolution de 1830 et pendant la Révolution de 1848, les anonymes, ces ouvriers anonymes qui ont fait la Révolution, n'existent pas. Ces hommes libres qui ont fait la Révolution, ces sujets de l'histoire n'existent pas. Toutes les personnes que Jean Valjean protège sont des misérables. Effectivement, un peuple sur lequel il s'épanche, mais il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas sujet de l'histoire. Et toute sa vie, pour Victor Hugo, toute sa vie politique a consisté à protéger les misérables. Il avait un mépris profond pour Pierre Leroux. Il se trouvait en même temps en exil. Et Pierre Leroux, qui avait une admiration pour l'écrivain, a tenté justement d'entrer en contact et de débattre avec Victor Hugo. Non, Victor Hugo, c'était le grand homme, le grand écrivain incontestable. J'ai pris un vrai plaisir à lire du point de vue de la lectrice que je suis, à nouveau Les Misérables, hein, du point de vue de la fiction. C'est un immense poète, qui plus est. Et donc, il met son talent au service de l'éviction des acteurs de l'histoire, surtout si ceux-ci sont des ouvriers et des femmes. La seule héroïne qu'il met en scène en 48 sur les barricades de 48, c'est une prostituée. C'est dire, si vous voulez, que ce processus qui a compté énormément dans la première moitié du XIXe siècle. Les Misérables de Victor Hugo, c'est le livre d'histoire du temps. Tout le monde avait Les Misérables. Et j'ai constaté avec stupéfaction, mais tout s'explique, que Les Misérables était le livre de chevet de Chavez. C'est un petit peu, si vous voulez, l'ancêtre du populisme, puisque ceux qui pensent, ceux qui détiennent, et chez Victor Hugo, derrière tout ça, il y a la tutelle de Dieu, c'est ceux qui détiennent le savoir et qui protègent le peuple. Dans le populisme, il y a une forme de protection, et c'est bien la raison pour laquelle ce livre est un livre que choisissent les populistes. Ouais. Parce que c'est un petit peu la même attitude qu'il a eue. Alors bien sûr, il a cet hommage à 93, mais c'est la même attitude qu'il a eue à l'égard des communards. On dit, tous les écrivains ont été critiques à l'égard de la Commune, sauf Victor Hugo. Non, Victor Hugo n'a pas été favorable aux communards. Il s'est épanché sur la misère de ceux qui étaient exclus, justement, exilés en Nouvelle-Calédonie, et donc a voulu œuvrer pour l'amnistie. Il est arrivé à faire entendre raison, et on sait bien que l'amnistie, c'est une forme d'amnésie et d'oubli. N'oublions pas, si je puis dire, que la Troisième République et ensuite ses successrices, enfin bref, la suite des républiques, s'est constituée contre la Commune. Et la Commune, s'il y en a une qui a lutté pour la République, c'est bien la Commune. Mais à cette époque, la République, jusqu'à la Commune, c'était pour un grand nombre
de penseurs, écrivains comme Heine et Balzac, c'était l'avant-courrière du communisme. Mmh. Ah oui. Et on a fait autre chose avec les institutions républicaines, la Troisième République, entre autres, on en a fait autre chose. Et en ce sens, la loi de 1901 est le produit de la Troisième République qui s'est constituée contre la Commune, puisque les grands historiens, nos pères fondateurs, expliquaient très normalement, les communards n'ont même pas le titre de belligérants, n'ont même pas le titre de sujet. Et donc, tout ce processus a été mis en œuvre à l'encontre de ce mouvement émancipateur dont la Commune est le crépuscule, comme l'a dit très justement Jacques Rougerie. Mmh. C'est-à-dire ce moment où on croyait que la Révolution française allait être achevée, que l'esprit de liberté allait se mettre en œuvre, et ça a été la fin d'un processus qui s'est terminé par l'oubli, en particulier avec l'idée d'amnistie. Ouais. Et c'est Alors bien ce que, aussi, d'une certaine manière, Louise Michel ou André Léo ont dénoncé à leur époque. mmh. Alors, tout ça donne envie de relire, l'histoire et les histoires. Par exemple, cette histoire que nous raconte, Victor Hugo dans Les Misérables, hein, ça donne envie de se replonger, mais avec un œil un peu plus affûté peut-être. Il y a un autre, intérêt, que je retiens de ton livre, que je retire, de ton livre, qui d'ailleurs, j'ai vu ça, en préparant ce matin, a eu le prix, France Culture Pétrarque il y a quelques années. C'est justement de montrer qu'il n'y a pas que des vieux barbus, qu'ils soient écrivains ou théoriciens, ils ne sont pas les seuls à faire l'histoire. Et tu montres, par exemple, en convoquant l'image de Pauline Roland, tu parles de Pauline Roland au cœur de l'association, dans un sous-titre, page 52, que les femmes sont nombreuses en fait à avoir porté ces luttes émancipatrices. D'ailleurs, c'était un des sujets de tes livres précédents, La démocratie à l'épreuve des femmes. La question que je me pose, que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui, selon toi, que cette histoire soit moins oubliée, justement? C'est difficile parce que la mémoire, officielle a fait en sorte d'écraser tout ça. L'idéologie s'est substituée à ces mouvements. On a mis à l'écart le mouvement auto-émancipateur. C'était bien un mouvement auto-émancipateur, obligé, certes. Bah, oui, ils étaient dans une situation telle que s'ils ne s'organisaient pas eux-mêmes, il n'y avait aucune possibilité, il n'y avait aucune loi sociale, il ne faut pas oublier ça. Et à partir du moment où le processus, disons rapidement, de l'État-providence, c'est-à-dire d'organisation, d'intégration dans l'institution libérale à l'œuvre, eh bien, ce sont les organisations qui ont été les porte-parole. Alors, c'était pas conscient, bien entendu. Je remets pas en cause l'œuvre extraordinaire du mouvement syndical pendant tout ce temps-là, ou des mouvements politiques d'une certaine manière, mais cette idée de l'auto-organisation a disparu, de fait, et l'émancipation a été écartée au profit de l'idéologie. Là, je suis en train, et depuis déjà plusieurs moments, plusieurs temps, voire plusieurs années, d'écrire ce livre sur la critique des idéologies, la façon je regarde le XXe siècle à partir du XIXe siècle. C'est terrifiant. Dès la deuxième internationale, le mouvement émancipateur représenté par les collectifs des sans-noms est mis à l'écart. Même un observateur au sein de la deuxième internationale constate que les ouvriers sont pratiquement absents. C'est l'avant-garde pensante et agissante qui se substitue. Tant et si bien que ce qui se passait pendant la première internationale, y compris parmi les proudhoniens, par exemple, il y en a un qui dit à propos d'un congrès, on s'interroge sur le bien fondé d'inviter Marx à l'internationale, puisque lui-même n'est pas ouvrier. C'est vous dire que on est à des kilomètres de cette période, hein, des kilomètres. Mais la chose, c'est que elle est totalement oubliée. Et donc, ça n'est que les résurgences
et de manière différente dans un autre cadre, qui permettent de réhabiliter ce passé. C'est la faillite des idéologies qui va peut-être permettre de restituer ce passé. J'ai fait ce que j'ai pu, je continue, mais je le disais de manière un peu ironique, j'ai écrit 3 fois le même article dans la revue Histoire, à la demande de la secrétaire générale de la revue, sur la candidature de Jeanne de Rohan en 1848, et elle me disait, à chaque fois: «Ils l'ont oublié». Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une femme qui, par ailleurs, a écrit les statuts de l'Association des associations en 48, qui réunit 104 associations, qui durent très peu de temps, ils se font arrêter très vite, hein, et donc a présenté sa candidature aux élections, partielles, législatives, de 49, après juin 48, après la répression, qui présente sa candidature à l'encontre, bien sûr, de l'avis de Proudhon, qui était le maître après Dieu, si je puis dire, du socialisme à cette époque-là, et donc c'est avec grande déférence qu'elle s'adresse à Proudhon, et Pauline Roland a fait en sorte aussi de s'adresser à Proudhon, de dialoguer avec lui, d'écrire, précisément dans cette période, et Proudhon la renvoie à son anonymat et qui explique qu'il n'est pas question que les socialistes se solidarisent avec cette femme dont il ne cite pas le nom, parce que ce serait déconsidérer le socialisme. Et il a réussi. Et il est parvenu, puisque le mouvement syndical a commencé par exclure les femmes du mouvement, de l'organisation syndicale. On a mis du temps à les admettre, et cetera, et cetera. Et on accuse l'Église, on accuse le libéralisme, mais à l'intérieur même du mouvement, ce processus d'exclusion, cette pensée idéologique qui se substitue à l'élaboration de base, a été fondamentale pour la mise à l'écart de ça. Mmh. Alors, ton livre, OK, est très, très dense et il y aurait beaucoup d'autres questions, mais j'invite, les internautes à les poser sur le chat. Peut-être une dernière, question avant de passer, la parole à Pierre Smet, puis de toute façon, on reviendra après avec toi sur le temps, d'échange sur un certain nombre de choses. Une dernière, question, alors qui est pas forcément la plus facile, mais, dans le livre collectif «Quel monde associatif demain?» qu'on a sorti le mois dernier, qui est coordonné notamment avec Jean-Louis Laville, avec qui tu as aussi, signé un ouvrage récent, il y a à peu près 2 ans. Donc ce livre collectif, rassemble 27 auteurs qui se sont posé la question des scénarios d'évolution du monde associatif. La conclusion s'appelle «Vers un associationnisme du 21e siècle». Alors, si on fait l'effort d'imaginer ce que serait cet associationnisme du 21e siècle, quels pourraient en être selon toi les principaux traits? Attends, je réponds à un chat là. D'accord. Attends, j'ai pas compris ta question, excuse-moi. Je vais la J'ai pas reposer. entendu. En Oui. fait, je t'interpellais sur le titre de la conclusion, du livre qui s'appelle «Vers un associationnisme du 21e siècle» et je me demandais, selon toi, quels pourraient être ces principaux traits de cet associationnisme du 21e siècle? Bah, Peut-être que sur tu as le commencé ouais. à y répondre par la dernière réponse là, sur justement la place, des femmes, par exemple. Bah, oui, mais enfin, maintenant les femmes sont à la mode, donc c'est pareil, il va y avoir, toutes sortes d'interventions sur le genre, et cetera, mais c'est une pour une cette mode, à mon avis, c'est aussi pour mieux les intégrer et pour mieux les dépolitiser. C'est-à-dire que moi, je me méfie terriblement de la manière dont les institutions, la publicité s'emparent de l'écriture inclusive, s'emparent de la question des femmes comme si c'était quelque chose d'absolument nécessaire, et on parle de femmes puissantes, on est à des kilomètres de l'égalité au sens fort du terme. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est pas valoriser telle ou telle catégorie, c'est de réhabiliter l'auto-organisation, de faire confiance à l'auto-organisation. On a trop l'habitude maintenant de passer par les institutions et de réclamer des droits, parce que ça fait 2 siècles qu'on vit dans un monde de délégation de pouvoir. Donc on s'adresse aux institutions pour réclamer des droits, pour réclamer des possibilités, pour réclamer des capacités. Sauf qu'on a oublié que
être libre, c'est être en capacité d'agir en toute responsabilité. Ça veut dire donc, ça dépend justement du pouvoir que l'on s'accorde, le pouvoir d'agir pour être en mesure de s'auto-organiser, au sens le plus fort du terme. Mais s'auto-organiser, ça veut dire, bah, se prendre en charge. Ça veut dire être en capacité heu, de se de regarder son voisin, de regarder son collègue, de lui demander si, après tout, ça serait quand même bien que, on essaye ensemble de voir comment on peut résoudre cette solution dans les quartiers, dans les immeubles, c'est un travail absolument titanesque parce que il n'y a pas de tradition d'auto-organisation. Il y a, par contre, une tradition de l'indépendance. D'un certain point de vue, je dis bien d'un certain point de vue, parce que ça peut évoluer de manière complètement différente, le fait qu'il y ait 66 d'abstention aux élections montre que la question de la délégation de pouvoir, de la démocratie dite représentative, ne correspond absolument plus à ce que souhaitent les gens. Sauf qu'entre ce délaissement de l'institution et la prise en charge de soi avec les autres dans un collectif repensé, il y a quand même des kilomètres et là, il faut agir au sens le plus fort du terme et c'est dans ce sens que les associations ont peut-être un rôle absolument considérable. Mmh. Non pas en réclamant la dépendance, j'allais dire même les subventions, c'est en s'auto-organisant. Ça veut dire, c'est pas simple, hein, parce que on transforme l'auto-organisation aujourd'hui en bénévolat. Le bénévolat, c'est pas ça, c'est, enfin, le fait de s'auto-organiser, certes, c'est bénévole, mais ça va de soi. C'est l'expression de la responsabilité collective et du pouvoir d'agir. J'ose même plus employer ce terme quand maintenant que je l'ai vu dans un panneau publicitaire, hein. Donc c'est pareil quoi, la déviation, le délitement du sens devient une catastrophe. Donc le travail que l'on a aussi, c'est un travail sur la réhabilitation du sens et le travail sur le langage. Essayer de se réapproprier ce que s'approprie la publicité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, moi, je n'emploie plus l'écriture inclusive, ou je me débrouille pour faire en sorte que, il y ait plus cette imitation que je trouve dans les institutions qui précisément ont été à l'origine de la minorisation des femmes et qui sont en fait la continuité du code civil puisque les femmes avaient une telle envie d'être partie prenante de la société politique et de la société éducative qu'elles avaient réclamé les droits et pour être sûres qu'elles soient minorées, on a inventé le code civil. N'oublions pas que c'est pas Napoléon qui a inventé le code civil, il l'a mis en œuvre, mais ça a commencé avec la Révolution et en particulier les Jacobins. Mmh. C'est pas ça, Alors les ouais. Jacobins. Mmh mh.